Le podcast Entreprendre à l'étranger vous est présenté par la plateforme AV.IMO. Si vous voulez acheter, vendre, faire estimer ou financer un bien en France ou au Portugal, les experts d'AV.IMO vous accompagnent gratuitement dans vos démarches. Pour être accompagné sereinement, rendez-vous sur le site www.ave.imo. Bonjour et bienvenue sur ce 45e épisode du podcast Entreprendre à l'étranger. Alors sur la saison 3, je vous avais déjà expliqué que je souhaitais aller à la rencontre des gens qui ont fait de l'expatriation, de l'impatriation leur métier et aussi ceux qui communiquent autour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hervé, le créateur du petitjournal.com. Bonjour Hervé. Bonjour Alim, bonjour à tous. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici. De média à média et surtout de avoir le fondateur du premier média dédié à l'expatriation aux Français de l'étranger que j'ai eu la chance de rencontrer il y a maintenant 9 ans. Le plaisir est partagé, écoute, et bravo évidemment pour ce que tu fais, et merci à tes auditeurs. Écoute, effectivement, le petitjournal.com il existe maintenant depuis 21 ans. J'en suis le fondateur. Moi, je suis Hervé Hérault, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai vécu 7 ans au Mexique et 6 ans en Thaïlande. Et en 2001, j'ai créé ce journal à destination des Français de l'étranger et des francophones. Et aujourd'hui, je crois que c'est le média leader de référence pour ce public-là, présent dans plus d'une 50aine de villes. Et du coup, on va un peu revenir aux fondamentaux, parce que je suppose, comme tous, c'est quelque chose qui naît soit d'une expérience ou d'une passion. On va commencer par ton parcours. Avant même le fait d'être au Mexique, tu as eu quel parcours ? Alors moi, je suis journaliste de formation, je suis diplômé du CFPJ, le Centre de formation des journalistes. J'ai travaillé en presse régionale, j'ai travaillé au Progrès de Lyon, à l'Union de Reims. Et puis après, j'ai travaillé à Paris au Journal du Textile, qui est un journal professionnel de très grande qualité. Et puis, j'ai rencontré ma femme, qui, elle, est parfumeur, elle crée des parfums, et qui a été recrutée par une entreprise... la plus grosse entreprise française du secteur, pour être expatriée, partir à l'étranger. Donc, dans un premier temps, elle a été formée dans le sud de la France. Et puis, en 1998, on est donc parti au Mexique. Et moi, à ce moment-là, j'ai laissé tomber mon travail et j'ai suivi mon épouse au Mexique en me demandant bien ce que j'allais y faire. Et puis, au gré finalement des rencontres et de mes souhaits, de mes envies, finalement, j'ai créé ce petit journal. C'est tel que moi je le vois. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est le premier média, qui est le premier média où, en tant qu'expat ou en tant qu'immigré, tu retrouves les infos dont tu as besoin. Et tu te rends compte que malgré les 21 ans d'existence, il y a encore, j'allais dire des contrées, c'est pas les petites contrées, je veux offenser personne, mais t'as encore des gens, qui ont du mal à franchir le cap et puis aller sur le site, trouver des infos qui mettent parfois des semaines à chercher. Et ce qui, c'est dingue, moi je l'ai vu, je le vois encore au Portugal, je le vois au Portugal, un peu partout. C'est un concentré d'actu, en fait, et d'infos locales et internationales. Oui, en fait, dès l'origine, alors le journal a beaucoup grandi et beaucoup évolué, mais le concept finalement il est pas très différent à l'origine, parce que moi ce que j'ai réalisé en vivant à Mexico, c'était ce qui manquait finalement à la communauté française, c'était de s'informer localement en français et de maintenir le lien avec la France, et d'avoir des informations pratiques. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Donc on est un quotidien, donc un vrai journal, pas un guide. Donc il y a de l'information tous les jours, au quotidien. Donc avec à la fois de l'information locale, de l'information sur les thématiques de l'expatriation, donc des informations qui sont assez transverses, et puis de l'information générale, notamment des choses qu'on achète du flux qu'on achète à l'agence France Presse. Donc ce qui fait vraiment notre force et notre originalité, parce que du coup il y a beaucoup à lire sur le petitjournal.com. Et localement, on va vraiment retrouver à la fois de l'information, c'est-à-dire du décryptage, mieux comprendre son environnement, le pays où on vit, qu'est-ce qui se passe à Lisbonne, qu'est-ce qui se passe au Portugal, qu'est-ce qui se passe à New York, à Shanghai, à Singapour, à Santiago, selon où on habite.
de l'information communautaire, donc que font les Français présents à Varsovie, en Afrique du Sud, en Italie, etc. Et que font et puis toute la dimension pratique, service. Donc vraiment rendre service au quotidien à nos lecteurs français qui sont à l'étranger. Donc ça va être aussi bien s'installer que les formalités administratives, se loger, déménager, se soigner, conduire, déménager avec son chien. Enfin bon bref, on a des centaines d'articles par ville sur tout un tas de les marchés, les musées, les quartiers. Enfin voilà, tout ce qu'on peut décortiquer pour dans l'idée vraiment de faciliter la vie au quotidien de nos lecteurs et de nos Français à l'étranger. Et puis aussi, bien sûr, l'agenda de sortie qui est très consulté. Merci pour toutes ces infos. Donc là, on a on a ton parcours et l'origine de la création de ce site. Est-ce que dès le départ, ton site, tu l'imaginais avec cette portée? Alors en fait, quand j'ai créé le site internet, évidemment, ça a été pour les Français du Mexique, mais j'imaginais dès le début, on peut retrouver sur Web Archive la première maquette. Le premier site, il y avait déjà des petits onglets Stockholm, Casablanca, je sais plus, il faudrait regarder, mais ouais, ça existait déjà. J'avais déjà l'idée de pouvoir le dupliquer, mais j'avais pas la moindre idée de comment, en revanche. Donc j'ai lancé évidemment sur le Mexique. Le Mexique, ça a été entre 2001 et 2005, donc c'est vraiment la genèse du projet. La première édition, ça doit être Barcelone en 2002 ou 2003, Buenos Aires, Paris, à peu près dans les mêmes époques. Et puis à partir de 2005, je suis parti vivre en Thaïlande et c'est vraiment là où ça s'est accéléré parce que j'ai créé le journal en Thaïlande, j'ai cherché un partenaire en Thaïlande et surtout j'ai trouvé le modèle, c'est-à-dire en fait de m'appuyer sur des partenaires indépendants, un peu comme un modèle de franchise qui exploite la marque et le concept le petitjournal.com. Et du coup, ça a complètement démultiplié parce qu'en fait, on a pu capitaliser sur la marque, le concept, l'ensemble des outils, l'ensemble du marketing, les bonnes pratiques, enfin bon, tout ce sur quoi on capitalise d'ailleurs toujours, l'ensemble de ces investissements-là. Et également, ça permet de rassembler tout un public pour la publicité, pour les annonceurs. Et puis, nos partenaires, eux, se consacrent à la partie locale, c'est-à-dire ils vont produire les contenus et les articles locaux, faire connaître le journal sur leur zone, notamment aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux, les référencements. Et puis, on va se partager en fait les revenus et l'inventaire publicitaire. Et ce modèle a bien fonctionné. Donc, je dirais que le réseau, le journal a 21 ans, mais le réseau, il date un petit peu moins, surtout son expansion. En 2008, on devait avoir peut-être 5, 6, 7 villes. Et aujourd'hui, on est présent dans 72 villes dans le monde, donc ça représente une 50aine de pays. Aujourd'hui, donc, ouais, tu viens de parler de l'expansion du journal. Quels sont les critères pour ouvrir une ville? Moi, demain, installé, Lisbonne, il y en a déjà, donc Ouais. Je vais pas en monter un deuxième. Et voilà, on va prendre l'exemple, voilà, c'est si je veux, par exemple, moi, ouvrir une ville avec le petitjournal.com, tu te bases sur quoi, toi et ton équipe, vous vous basez sur quoi? En fait, il y a à peu près 3 critères. Le premier, c'est qu'il y ait quand même un marché, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des lecteurs. On peut pas ouvrir sur des villes où il y a trop peu de lecteurs français et francophones. Donc généralement, on va ouvrir plutôt sur des capitales ou sur quand même des grosses villes. Pour nous, un bon indicateur, c'est quand même qu'il y a un lycée français avec un petit peu du monde, pas simplement une école française avec 30 élèves. Donc ça, c'est souvent un point sur lequel on transige pas parce que ça représente des investissements et puis derrière, on va pas réunir assez de lectorat. Le deuxième point, c'est finalement qu'on soit convaincu par le candidat. Par sa capacité à écrire déjà des bons contenus, par sa capacité à réseauter, à avoir un bon relationnel, à être capable de représenter le journal auprès de la communauté française et francophone, sa capacité à nous remonter les contacts pour les ventes des espaces publicitaires, et sa disponibilité aussi, évidemment. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un travail à temps plein, où il va être très occupé, ça va être difficile évidemment qu'il puisse s'occuper d'une édition du petitjournal.com. À l'inverse, quelqu'un qui cherche, selon les marchés évidemment, mais sur des petits marchés, des marchés moyens,
quelqu'un qui cherche un travail à temps plein pour en vivre, ça va pas être suffisant. Donc c'est un revenu d'appoint. Donc voilà, on essaie d'évaluer toutes ces choses-là. Et puis à l'inverse, faut aussi que le candidat il soit d'accord avec nos conditions, puisque évidemment on demande un droit d'entrée, un loyer, on fait payer nos formations pour rentrer dans le réseau du petitjournal.com. Et puis c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est pas un énorme investissement, mais ça reste quand même un investissement. Il faut que la personne croit dans le projet et croit dans sa capacité à le développer et à générer avec nous des revenus et les partager. D'accord, ouais, ce que je vois, c'est que c'est un modèle qui est solide, qui a déjà été éprouvé. Parce que c'est vrai que quand on va sur le site, ouais, ça va de Casablanca à Alger à Melbourne. Oui, alors évidemment, bon, c'est un réseau, donc il y a du mouvement, hein. Il y a des fois où ça marche pas, il y a des fois où bon, les gens bougent, ça marche bien, mais bon, ça reste un des critères que j'ai pas mentionné, mais qui est quand même important, c'est un produit culturel où la langue est, enfin, donc la plupart du temps, ce sont des Français qui exploitent ou des binationaux. Ça veut pas dire qu'on est contre, enfin qu'on veut pas d'Australiens ou de Marocains ou pas du tout. Hein. On a déjà eu une partenaire algérienne, par exemple, mais il faut vraiment que la dimension culturelle soit très et la proximité avec la communauté française soit importante, parce qu'on n'est pas, voilà, on fait pas on n'est pas un quotidien national en Algérie ou un quotidien national au Maroc. On est vraiment le journal des Français du Maroc ou les Français d'Algérie. Donc du coup ça n'a pas de sens si la personne est complètement coupée de ce milieu-là. Et c'est pas communautariste, hein, c'est vraiment dans le sens, voilà, on a un journal proche de ses lecteurs, comme un journal presque de presse régionale avec des éditions locales. Donc du coup, voilà, il faut qu'on soit d'accord, qu'on se mette d'accord évidemment avec la personne, mais comme tu le dis, le modèle il est éprouvé. Sur les gros marchés, on a des entités qui sont suffisamment développées pour que à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong, à Madrid, à Milan et à Londres, enfin bon, à New York, dans les grosses villes, on va dire, nos partenaires vivent du petitjournal.com et travaillent à 100% à temps plein sur petitjournal.com avec des équipes. Et puis sur les plus petits marchés, en fait, on attend, comme je te le disais, de nos partenaires de produire les contenus, donc une capacité rédactionnelle évidemment, une capacité relationnelle pour développer et représenter le journal, et puis une capacité à remonter les contacts que derrière nous on va travailler commercialement avec une équipe de vente dédiée pour les ventes d'espaces publicitaires. Et c'est un modèle qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait vraiment où on va en fonction des tailles de marché et en fonction des candidats. D'accord. Écoute, je comprends mieux l'importance du réseau le petitjournal.com, parce que je te dis, moi j'avais rencontré deux des reporters à Casablanca qui avaient fait un portrait sur moi en 2014, et c'est comme ça que je le découvre et que je le redécouvre par la suite à Lisbonne, et maintenant que Ouais. je le suis quasi quotidiennement aujourd'hui. Merci. Écoute, oui, Lisbonne, c'est une édition qui fonctionne bien. Hein. Je pense que c'est une édition qui fait quasiment pas loin de 100 000 pages vues par mois. Donc c'est très conséquent. Mais on a beaucoup d'éditions dans- qui ont qui font un fort trafic parce que les contenus sont de qualité, on a de la fréquence, on aborde tous les sujets. C'est-à-dire que on n'est pas un journal seulement business, seulement politique, seulement culture. En fait, on sait que nos lecteurs, ils sont différents. On a aussi bien des jeunes que des vieux, des actifs que des inactifs, des hommes, des femmes, des retraités, des profs, des cadres, des femmes au foyer, des jeunes en stage, des Erasmus. Enfin voilà, le public, il est divers et c'est une niche, donc on ne veut pas la rediviser. Donc en fait, il faut qu'on soit en mesure quand même d'apporter de l'information pour tous ces gens-là. Donc si on parlait que de politique, ça intéresserait qu'une partie des gens. Si on parlait que d'économie, ça intéresserait qu'une partie des gens. Donc en fait, on a un vrai généraliste. Ce qui unit notre lectorat, c'est la langue et la culture française finalement. Ça, je le confirme, j'ai été sur le site et j'ai vu le portrait de Michael Kane de l'application BiExpat, qu'on salue au passage. Du coup, parmi toutes ces aventures, est-ce qu'il y a il y a une anecdote, quelque chose, une ouverture de ville, un retour qui a été marquant et qui a été marquant et qui a marqué un virage pour l'histoire du site?
Bon, c'est difficile à dire. Bon, on peut vraiment découper en quelques périodes, mais c'est vrai qu'entre 2001 et 2005, j'ai surtout développé à Mexico parce que j'étais à Mexico. Je me suis rendu à Buenos Aires parce que une jeune femme qui est devenue une amie, qui a après ouvert le petit journal, s'est occupée du petit journal à Milan, Corentine. Elle était à Mexico, elle m'avait été venue me voir, elle m'avait dit, bah en fait, je pars à Buenos Aires pendant 6 mois ou un an dans le cadre d'un échange. Elle était à Sciences, non, à Subdeco, à l'ESCP à Paris. Et elle m'avait dit, bah, peut-être que ça pourrait t'intéresser que je m'occupe du petit journal à Buenos Aires. J'ai dit, mais il n'existe pas. Elle m'avait dit, bah, je peux le créer. Donc j'avais dit, bah, allez, vas-y. Et puis ta mission, c'est de créer le journal, de le lancer, de l'animer, et puis de chercher un partenaire. Donc du coup, j'étais allé en 2003, je pense. Donc c'était tout récent. On avait encore très peu de lecteurs à Buenos Aires pour aller chercher une partenaire qui a été Hélène Bouiron, qui a donc été la première partenaire à Buenos Aires et que par hasard j'ai retrouvé quand j'ai vécu en Thaïlande et qui est devenue une amie en Thaïlande vraiment et qui aujourd'hui vit en Australie. Donc c'est le petit monde de l'expatriation aussi, ça c'est très sympa. Donc 2001-2005 c'était vraiment la genèse du projet. Après on a fait 2005, j'ai vécu de 2005 à 2011 en Thaïlande, donc j'ai ouvert un bureau en Thaïlande. On a vraiment, c'était la jeunesse du réseau, je dirais, et puis des outils, de tout ce qu'on a mis à disposition. On a refait beaucoup de choses, le site, mis en place plein de process. Vraiment, c'est une période où on s'est beaucoup organisé. Après, en 2011, je suis rentré en France et petit à petit, j'ai ramené tous les postes en France au bureau à Paris. Donc, ça a été assez difficile et c'était pas évident parce que bon, heureusement, l'entreprise grandissait, mais voilà, enfin les coûts en Thaïlande sont pas les coûts en France. Donc petit à petit, le bureau commercial a grandi avec une personne, deux personnes, etc. Pareil pour la rédaction. Et en 2007, on était dans des bureaux avec nos amis d'Expat Communication. Et puis en 2015, on a déménagé avec nos autres amis de MyExpat qui font de l'immobilier pour les expats. Et depuis 2015, on est rue de Paradis. Et maintenant, on est 11 personnes en fait au petit journal en France. Et chaque jour, j'aurais du mal à dire, mais je pense que c'est à peu près pas loin de 60 à 80 personnes qui travaillent pour le petit journal. Donc ouais, tu me disais que au quotidien, c'est entre 60 et 80 personnes qui travaillent de par le monde pour le petitjournal.com. Je vais pas t'apprendre ça à toi en termes de toi qui a été expat et qui a vécu sur. Alors je sais pas si t'as vécu, ouais, t'as dû vivre sur deux hémisphères différents, sur plusieurs fuseaux horaires. Comment tu fais pour gérer une telle équipe à travers le monde? On a mis en place vraiment plein de process, plein d'outils. Ce qui est intéressant, c'est que on utilise le télétravail et enfin des outils. J'ai souvent dit que sans Skype, on n'aurait jamais pu faire le petit journal.com. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas que Skype, il y a WhatsApp, on utilise beaucoup Workchat de Facebook. Enfin bon, bref, on a plein d'outils, Zoom évidemment, etc. En fait, on est particulièrement quand même bien organisé. Le CMS, en fait, donc là où on rentre tous nos articles, donc on utilise Drupal, qui est un peu comme un Joomla, ou comme WordPress plutôt, bon, il y a rien d'extraordinaire en fait à tout ce qu'on fait, mais c'est des outils qui permettent de faire de la publication avec de la programmation et donc du coup aussi de la relecture. Donc en fait, on a vraiment des process internes qui sont bien structurés et qui font que on est en mesure de s'assurer de contrôler la qualité puisque tout est publié sous notre marque. On fait des formations avec nos partenaires à distance pour les outils, donc formation initiale, formation continue. On travaille beaucoup avec notre réseau de façon à ce que on apprenne des besoins de notre réseau et de leurs bonnes expériences et aussi des mauvaises expériences. On essaie vraiment de partager toutes les best practices et tout ce qui marche pas pour gagner du temps. Et du coup, petit à petit, au fil des années, on se professionnalise, on améliore des choses et on professionnalise aussi notre réseau et nos outils. Donc, je dirais que c'est un petit peu comme ça que chaque jour, en fait, honnêtement, vu la taille de notre entreprise, c'est un petit miracle de faire un journal tous les jours avec des articles à Auckland, Santiago et Johannesburg, mais on y arrive. Les ambitions les ambitions du journal aujourd'hui, c'est comment dire, quel est le prochain but ou l'un des prochains buts du journal? Nous, on pense qu'on voilà, on n'est pas encore enfin, on a encore plein de lecteurs à aller chercher,
à gagner, voilà, on a plein de contenus à produire, à s'améliorer aussi, améliorer nos outils. Là, on est en train de refaire le site internet, donc on aura un nouveau site à partir du mois de mars avec nouveau site avec version mobile bien sûr, et on refait également tous nos newsletters. Donc on aura un environnement de lecture qui sera nettement meilleur, nettement supérieur, avec plein d'améliorations, mais sur les contenus eux-mêmes aussi, on veut s'améliorer. On veut apporter un meilleur service à nos lecteurs et gagner davantage de lecteurs. On a 1,5 million de lecteurs aujourd'hui qui nous lisent chaque mois, donc c'est beaucoup. Mais en fait, on pourra en avoir beaucoup plus parce que déjà, il y a plein d'endroits où on n'est pas présent, il y a plein d'endroits où on est présent où on pourrait avoir beaucoup plus de lecteurs. Donc nous, dans notre optique, ne serait-ce que sur notre rayon d'action, on a encore vraiment beaucoup à faire. 21 ans à l'échelle d'Internet, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ça reste jeune pour une entreprise. On reste une petite entreprise. Comme tu l'as dit, on n'est pas très nombreux. Et je pense que voilà, on a encore beaucoup à faire pour gagner plus de lecteurs, se développer et devenir voilà, un journal encore plus gros. Il y a une idée de la prochaine ville que vous allez ouvrir ou pas du tout? Alors, pas actuellement, non. On n'a pas de projet dans le tube. Je pense que ça va arriver certainement d'ici fin d'année. Généralement, c'est l'époque là où je vais avoir pas mal de candidatures et ça devrait aboutir l'année prochaine. Après, on a des villes aussi où on a eu des départs. Le Covid nous a pas freiné en fait en termes d'audience. Au contraire, on n'a jamais eu autant de lecteurs. Notre lectorat en 4 ans, en 4-5 ans, il a plus que doublé, donc c'est énorme. En revanche, on a certaines villes sur le réseau ou certaines régions où on a eu un peu plus de mal à trouver des partenaires parce que certains sont rentrés en France, ont bougé et il y a eu moins de mouvements que dans le passé. Donc voilà, on a aussi des villes où on aimerait pourvoir. Je pense à l'Australie, le Brésil. Voilà, il y a des endroits où on aimerait pourvoir en fait des éditions existantes qu'on alimente avec des contenus, notamment depuis Paris, avec des contenus existants, mais avec l'agence France Presse aussi. Mais voilà, notre vraie force, c'est quand on a un partenaire sur place parce que on a un journal de proximité. Donc on a aussi ce travail. Enfin, on souhaite ouvrir de nouvelles villes. Je pense notamment aux États-Unis où on souhaite s'étendre, mais voilà, on est aussi. Puis après, par opportunité, hein, je sais pas, il y a des villes où on n'est pas présent. Je pense à Amsterdam par exemple ou d'autres en Afrique. Mais voilà, on recherche des partenaires en Australie, au Mexique, au Brésil, et qui sont des pays importants pour nous avec des grosses audiences. D'accord, écoute, je te remercie pour toutes ces infos. Euh, t'as évoqué le Covid et j'en profite pour rebondir là-dessus. Le fait d'avoir autant de monde dans plusieurs pays. Est-ce que par exemple le Covid, tu as senti que à la rédaction vous avez senti le Covid arriver plus tôt ou parce que c'est assez intéressant quand même comme réseau, vu la taille du réseau. Je dirais oui et non, parce que évidemment notre édition en Chine en a parlé assez rapidement. Mais bon, même pour eux, je pense que c'était difficile d'imaginer, enfin c'était assez difficile d'imaginer comment ça se propagerait et à quelle vitesse ça se propagerait. Ce qui est sûr, c'est que bon, on a été très réactifs. Parce qu'en fait, finalement, en Chine, on est assez bien représenté et beaucoup lu, et on est beaucoup lu en Italie aussi. Donc, finalement, après la Chine, ça a été rapidement l'Italie. Donc, très rapidement, on a fait quand même pas mal d'articles. Et là, oui, ça a été une période où vraiment, on a rempli complètement notre rôle. On a rendu beaucoup de services et du coup, on a eu beaucoup de lectures, on n'a jamais eu une telle audience parce qu'on a fait beaucoup d'articles sur, évidemment le Covid, les chiffres, mais les mesures pour se protéger. Et puis, finalement, également, il y a eu beaucoup de questions autour des frontières. Est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux pas voyager? Il y a eu beaucoup de questions sur les vaccins. Quel vaccin? Est-ce que la France va envoyer des vaccins? Sur les mesures sanitaires, est-ce que je peux rentrer en France? Si oui, à quelles conditions? Enfin, il y avait énormément de questions. Et du coup, on a publié beaucoup d'articles pour informer
nos lecteurs français de l'étranger ou français de France qui avaient de la famille à l'étranger. Enfin, voilà. Donc ça nous a. En fait, bon, on n'est pas les seuls médias, hein. En plus, les gens ont été confinés chez eux. Pour certains, ils ont été en chômage partiel. Enfin, c'est une période où au mois de mars 2020, on a fait 5 millions de pages vues sur un mois, alors qu'on en fait à peu près entre 2 millions. Ouais, on fait 2 millions et demi à 3 millions aujourd'hui. D'accord, donc ouais, il y a eu un sacré virage au moment du Covid quand même. Ça a été, bah, déjà, on avait une progression assez constante, mais là, ça a été un très gros accélérateur en termes d'audience, oui. C'est vrai pour tous les journaux, globalement. Les journaux en ligne, ouais, j'imagine. Ouais. Tous les, enfin, finalement, le pic qu'on a connu, enfin, les courbes sont sensiblement les mêmes si on regarde celles du Figaro, du Monde, alors pas avec les mêmes échelles, mais c'est assez proche. Aujourd'hui, comment dire, on en discutait avant l'enregistrement, j'ai suivi l'actualité, notamment la remise des trophées, les différentes cérémonies. Ça, les trophées des Français de l'étranger, c'est né comment? Alors, en fait, comme moi, je suis rentré en Mhm. 2011 en France. Et c'était une époque où il y avait pas mal de bashing autour des expatriés, notamment avec le départ de Depardieu en Belgique, pareil pour c'était Pinault ou Arnaud, je sais plus, Arnaud je crois. Enfin bon bref, il y avait les exilés fiscaux, voilà les Français qui se la coulent douce au soleil. Enfin voilà, donc une caricature. Bon évidemment Pas ils en existent Belgique, les en tout exilés cas. fiscaux, mais Se la couler tous au soleil en Belgique, ouais, c'est compliqué. c'est pas pas représentatif de l'ensemble, loin de là, évidemment. C'est une toute petite partie des Français de l'étranger. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et à une époque, le Sénat avait organisé des journées portes ouvertes de l'expatriation. Alors, ils en ont fait 3. Je ne saurais plus très dire exactement, mais je dirais 2007, 2008, 2010, quelque chose comme ça. Et à une occasion, ils avaient remis des prix un peu sur le modèle de ce qu'on fait maintenant avec une cérémonie animée. Il y avait une année, c'était Jean-Pierre Elkabbach, une année, c'était Pierre Sled. Enfin voilà, vraiment des belles cérémonies. Et puis ça s'est arrêté. En 2012, il y a eu les députés des Français de l'étranger ont été élus pour la première fois. On a eu une ministre déléguée aux Français de l'étranger pour la première fois. Et donc je suis allé voir un petit peu tout ce personnel politique en leur disant bah c'était bien, ça serait bien de refaire quelque chose parce que faut redorer un peu l'image des Français de l'étranger chez eux en France. Et puis bah finalement bon le Sénat faisait plus de portes ouvertes, les députés venaient d'être élus. Donc je suis allé voir la ministre, je lui dis bah voilà faut faire quelque chose, nous on est partant pour faire quelque chose. Et Hélène Conway-Mouret donc qui est sénatrice aujourd'hui m'a proposé de nous accueillir au Quai d'Orsay. Et du coup, en 2013, on a fait la première cérémonie des trophées des Français de l'étranger, qui a été un succès. Parce que nos partenaires sponsors nous ont suivis, parce que les politiques étaient au rendez-vous, parce que voilà, on était au Quai d'Orsay, dans les salons du Quai d'Orsay, sous les ordres de la République, dans la maison des Français de l'étranger, donc en présence du ministre, donc enfin de la ministre et puis après des ministres successifs. Donc ça a été vraiment un succès. Et puis lundi dernier, donc c'était la 10e édition. C'est un succès qui se dément pas. On a, je sais plus combien c'était cette année, je crois 480 candidats dans 80 pays. On a des partenaires médias. Dès le début, j'ai eu une bonne idée, c'est qu'en fait, je me suis associé avec, enfin, je me suis associé. J'ai noué un partenariat avec France 24, même c'est nous qui organisons, mais avec France Média Monde, France 24 RFI et France 24 tourne les films, ce qui fait que lors de la cérémonie, on diffuse les films, ce qui permet non seulement évidemment d'avoir les lauréats sur la scène et de leur remettre le prix et de les interviewer, mais aussi de les montrer, que le public puisse les voir sur leur lieu de vie et leur lieu de travail, leur environnement en fait. Et ça, c'est très très fort. Puis ces films, après, ils sont diffusés sur France 24, sont diffusés sur YouTube, sur nos réseaux. Enfin, voilà, donc ça donne une très grande portée à l'événement. On a aussi comme partenaire média Le Monde, Courrier International, donc c'est des partenaires médias de taille. Et voilà, et donc c'est un succès qui se dément pas, à tel point que on a décliné en fait ce concept, donc là c'était la 10e et c'était vraiment un très grand succès. Et on a décliné ce concept de trophées en région, donc dans certaines régions du monde. Alors le Covid nous avait un petit peu freiné, mais là on repart bien. Donc on a des trophées
Le 17 novembre prochain, je serai à Dubaï pour les trophées du Moyen-Orient. On va faire des trophées ASEAN à Singapour le 6 décembre. En février, on aura des trophées Asie de l'Est à Hong Kong. Et puis, on aura des trophées... on a déjà eu, on aura à nouveau des trophées des Français d'Espagne à Madrid. Et puis, on espère en faire l'année prochaine à Londres, New York, peut-être Milan. Voilà, enfin, en tous les cas, on déploie cet événement parce que ça a beaucoup de succès. On est très content parce que ça permet vraiment de mettre en lumière ces Français qui réussissent dans de régions du monde et puis plein de catégories qui sont porteurs de projets, qui innovent, qui nouent des ponts entre les cultures, qui apportent leur talent, leur dynamisme. Ça peut être aussi bien des entrepreneurs que des bénévoles, que des artistes. Et on se rend compte que voilà, souvent c'est des gens qui sont un petit peu en dessous des radars. Nous, on leur apporte de la visibilité. Ils témoignent sur le fait que ça leur donne c'est un vrai impact pour eux, donc on en est ravis. Et nous, on est très contents de montrer que les Français de l'étranger, voilà, c'est des gens qui bossent, qui ont des bonnes idées et qui montent des super projets. Est-ce que aujourd'hui tu as eu à travers le petitjournal.com, tu as eu des gens qui sont passés par le site pour prospecter, commencer à faire un audit du pays dans lequel ils allaient s'installer? Très certainement. On n'est pas un guide. On n'est pas un guide, on n'est pas un guide de voyage, par exemple. Donc, on a forcément des gens qui préparent leur voyage en Thaïlande qui vont chez nous. Mais bon, c'est pas les lecteurs qu'on recherche en soi parce qu'en fait, c'est pas des Français de l'étranger, c'est des Français de passage. Donc, c'est sur Internet. Donc, évidemment, on est ravis d'avoir tout le monde, mais on n'est pas le guide du routard. Et après, par rapport aux installations, ça dépend ce que recherchent les gens. Évidemment, ils vont trouver de l'information sur le petitjournal.com, il y en a beaucoup. Mais si on veut de l'information sur un secteur d'activité pour se lancer dans une étude de marché et vraiment quelque chose de très professionnel, je pense plutôt qu'on va travailler avec la chambre de commerce ou Jeune Chambre économique ou Business France. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pas notre vocation non plus. On arrive à la fin, vers la fin de ce podcast, et on va revenir, c'est une question avec laquelle tu peux répondre avec tes deux casquettes du patron de petitjournal.com et d'ancien expatrié. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite vivre à l'étranger, de manière temporaire ou généralement, le piège de l'expatriation, c'est que tu pars, mais tu sais pas généralement combien de temps tu restes. C'est un immense guet-apens. C'est vrai. Nous, on était partis on était parti pour 1 ou 2 ans, on est resté 13 ans. Mais, on a vécu 13 ans à l'étranger. Mais bon, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller, en fait. Parce que je pense que c'est une expérience extraordinaire de vivre à l'étranger, de s'expatrier. On apprend beaucoup sur soi, on apprend à s'adapter, on a un autre regard et recul sur son pays, on sort de ses habitudes, de sa routine. Enfin, franchement, j'y vois beaucoup de positifs. Après, voilà, ça se prépare un minimum. Peut-être qu'on n'est pas obligé de partir bille en tête sur un coup de tête et c'est peut-être pas plus mal si on peut faire un voyage de reconnaissance, si on a une piste professionnelle ou si on sait où on met les pieds, si on pense à sa protection sociale, si on s'est bien renseigné sur les formalités administratives, sur le coût de la vie, le logement. Voilà, peut-être quand même si on a un contact sur place, c'est pas mal non plus. Si on connaît quelqu'un, enfin, mais sinon, oui, enfin. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller. Alors, généralement, c'est ça, mais après, je pense que c'est un conseil qu'on donne, toi, comme moi, comme d'autres personnes. C'est des personnes qui sont, en fait, on a déjà franchi ce cap de l'expatriation sans trop réfléchir au départ, et on s'est rendu compte avec le temps que si c'était préparé, c'était mieux. Ça, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Nous, on est partis dans des conditions relativement faciles parce que bon, déjà, on était jeunes, sans enfants. Ma femme était expatriée, elle avait des conditions financières très correctes, donc on n'avait pas vraiment d'inquiétude. La boîte s'occupait des visas. Enfin bon,
franchement, c'était pas très compliqué, même si Mexico est une grande ville et que ça reste un choc et que on arrive, on parle pas bien la langue, même si l'espagnol c'est pas trop compliqué, mais voilà, bon, c'était quand même un effort, hein, je vais pas dire le contraire. Je pense que bon, une généralement, enfin, ça reste toujours un pas à franchir. Donc, c'est bien de se préparer. Je pense que c'est bien de partir jeune aussi. Enfin, moi, je recommanderais. Je pense que c'est plus difficile, même si je voyage beaucoup, que j'ai beaucoup voyagé. Je pense que ce serait plus dur si je repartais aujourd'hui. Ce serait pas impossible, mais ça serait plus difficile. C'est parce que ça nécessite un peu de plasticité, voilà, un peu de souplesse, un peu un peu moins d'habitude, un petit peu plus d'adaptation. Je pense aussi que pour être sûr, enfin pas sûr, mais pour avoir cette sensibilité, c'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on voyage. C'est-à-dire que si on aime bien voyager, si on aime bien prendre ses vacances à l'étranger, alors c'est pas la même chose d'être en vacances et de vivre évidemment, mais enfin déjà, je dirais que si quand on part en 15 jours, on se trouve loin de chez soi et loin de sa famille et que ça va pas. Bon bah là, je pense qu'on n'est pas vraiment fait pour ça. Mais mais en revanche, si déjà quand on part en vacances ou que voilà, on est prêt à sacrifier les vacances de Noël pour aller à l'autre bout du monde pour faire un voyage, bon bah déjà c'est des petits tips, enfin des petites alertes qui montrent que a priori on est peut-être plutôt fait pour ça. Et écoutez, Après, il faut aussi préparer son oula, retour et pas se dire, enfin, faut pas se sentir enfermé. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis faut y aller parce que bon, surtout, et c'est pour ça que je dis aussi faut y aller jeune parce que en fait, bon, voilà, vous y allez, enfin, ça vous plaît pas, ça se passe pas bien, je veux dire, faut pas se dire c'est cuit, on peut pas revenir. Enfin, bon, voilà, non, on a la chance quand même en France d'être un pays, voilà, où il y a quand même pas mal d'aide. Quand on a sa famille, ses amis, un minimum de stabilité. Là, la situation de l'emploi est un petit peu meilleur, donc enfin nettement meilleur qu'il y a 15 ans, donc même il y a 10 ans. Donc je pense que voilà, il faut pas avoir la sensation de se dire j'y vais et j'ai pas le droit, que ça me plaise pas ou que finalement voilà, que ça se passe pas. Et faut pas non plus comment dire, alors l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais faut pas non plus tout idéaliser. Enfin, genre, tout va pas vous plaire dans le pays où vous allez. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré le Mexique, mais tout m'a pas plu au Mexique. J'ai adoré la Thaïlande, mais tout m'a pas plu en Thaïlande. Et ça, je pense que je pourrais le multiplier dans tous les pays. J'adore le Portugal, mais tout me plaît pas au Portugal. Je sais pas, Lynn, ça mais doit c'est être pareil partout. pour toi. Bah, ça, c'est Mais vrai, je pense, dans tous les pays du monde. Donc, faut pas se dire, tout va être beau. Non, bah, forcément. Et si vous avez des problèmes personnels, si vous partez parce que vous avez des problèmes personnels, rappelez-vous que vous allez les emmener avec vous. Donc ça, c'est partir pour échapper à ces Mais problèmes, c'est ça, c'est pas exactement une ça, bonne et en fait, solution, et en c'est revanche. assez intéressant que tu aies évoqué notamment aussi la question du retour. J'ai eu à ce micro Magali Desmith, et elle, en fait, son business, c'est d'aider les gens à Oui, revenir en France. Parce que les gens, en fait, reviennent dans ouais, leur pays, et c'est de l'acquis. C'est pas oui. ouais, Et c'est une mais en fait, mais c'est expatriation. ça, mais tu veux rire, hein, comment dire, on a discuté de mon parcours. Moi, j'ai vécu au Maroc, en Bulgarie, en Turquie. Ça a duré un peu moins de 2 ans. Je suis revenu en France. Ça a été le retour dans une ville que j'appréciais, Toulon, a été Ouais, plus violent que Casablanca, Sofia et Istanbul réunis. En moins de ouais, 2 ans. mais Je me je suis comprends, perdu hein. à Toulon. Euh, Je me perdais dans les rues de ouais, Toulon. Et on parle de Toulon, tu dois connaître. On parle pas de Paris, on ouais, parle pas de Lyon, quoi. mm, À l'échelle du monde, c'est un village provençal. ouais, ouais, mais il faut se réhabituer, il faut redécouvrir. Effectivement, hein, c'est pas à prendre à la légère. Et il y a des professionnels comme tu l'as décrit. Il y a le site Retour en France du ministère qui est plutôt bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que faut y penser. Évidemment, quand on part, on se dit pas, je pars parce que je vais rentrer dans je vais rentrer dans 6 mois. Mais faut aussi se dire que bon voilà, si ça c'est pas grave, si voilà, bon, ça peut être de toute façon ce sera une expérience si c'est 1 an, 2 ans, et voilà. Et après bah il y a quand on revient, faut se préparer aussi. Le choc du retour. Et c'est pour ça que sur la troisième saison, je mets l'accent sur l'expatriation, l'impatriation, l'accompagnement, la façon de s'informer quand tu es à l'étranger, lorsque tu veux revenir en France. Parce que le choc du retour, euh, Romain Mm. Maltru, si tu nous entends, c'est un invité que j'ai eu l'année dernière.
Et il avait résumé un truc qui fait, en fait, il est parti, s'est retrouvé à Barcelone, puis il s'est retrouvé au Mexique pour gérer un client, la boîte d'un client qui était qui était aux États-Unis, si je me souviens bien. Et en fait, et je le laisse parler, tu sais, me raconter son retour, et il me dit, bah, en fait, Paris, c'est pas le Barça, hein. Il avait résumé ça en une phrase. Paris, c'est pas Barça. Et pareil. Et tu, mais vraiment, mais je l'ai gardé en exergue, cette phrase, tellement elle me fait rire. Et ouais, en fait, là aussi, c'était le retour. Il avait connu Barcelone, les États-Unis, le Mexique, et il revient en France et il se prend une gifle. Il revient en France en hiver après avoir quitté Barcelone. Il fait déjà la météo. Il fait, on n'y pense pas. C'est vrai, quand tu t'expatries, tu t'y penses pas. Lorsque tu reviens, tu n'y penses pas, quoi. Ouais. Il fait, bah, la météo, ça a été violent quand je suis rentré. Non, mais en fait, on n'y pense pas parce que c'est chez nous. Mais on a quand même perdu des repères. On a perdu des repères, des habitudes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait plus. Alors évidemment, on a la langue, ça se fait, mais ça se fait quand même avec un effort. C'est pas. Et après, t'as aussi l'état pas les doigts dans le nez. Lorsque tu pars, tu vis à l'étranger. Lorsque tu reviens, t'as plus du tout le même état d'esprit. Non, bien sûr, absolument. Déjà, le regard n'est pas le même, c'est certain. Il peut y avoir un décalage avec son environnement. Est différent. En fait. Le regard de la société sur toi est complètement différent. Ouais. Ils te comprennent pas. Absolument. On l'a tous vécu. On est des extraterrestres. Ouais. Il y a eu le truc, c'est pourquoi tu pars, et après c'est pourquoi tu reviens. Ben, parce que j'ai été voir un peu ce qui se passait là-bas, c'est chouette, mais j'ai envie de revenir, et puis de toute façon, je repars, donc tu sais, il n'y a pas de... Et c'est quand tu leur dis, je compte repartir, là, pareil, c'est le même délire. Donc, non, mais c'est assez intéressant. Donc, ouais, ton conseil, ça serait y aller le plus jeune possible. Et puis, écoute, si ça se passe bien, c'est une expérience, et si ça se passe mal, bon, bah, ça reste une expérience. Hein. Ouais, tout à fait. Je pense que on peut pas ne rien en retirer de positif. Hein. Ça me paraîtrait, c'est vraiment pas de chance ou alors vraiment. Non, c'est forcément. Voilà. Après, ça peut être merveilleux. On peut trouver l'amour de sa vie, monter un business ou un boulot extraordinaire, des conditions de vie fantastiques. Ou alors, ça peut être un peu plus standard et puis, mais ça reste forcément une belle expérience. Et puis ça peut durer 1 an ou 6 mois, et puis ça peut durer toute une vie. Donc, il y a pas de. Mais le conseil, oui, c'est d'y aller, de tenter ça. Écoute, Hervé, je te remercie profondément. Écoute, pour ton temps, avoir raconté ton parcours et le parcours du petitjournal.com. Pour les auditeurs, du coup, c'est rendez-vous sur lepetitjournal.com pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai été vérifié, c'est 71 éditions quand même. Ouais. Oui, c'est pas mal. Je pense pour ceux qui prennent le train en marche, il y a un peu de lecture. Je te remercie, je te dis à bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce 45e épisode avec Hervé. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.